Jamais entendu parler d'une plage accessible uniquement en nageant à travers une grotte? Ou de nids d'oiseaux géants cachés dans des forêts sans Wi-Fi? Au Portugal, un minuscule pays atlantique, des histoires magiques prennent vie de la manière la plus inattendue à travers des villages, la gastronomie et des traditions intemporelles qui semblent irréelles. La vidéo d'aujourd'hui aborde un sujet controversé. Veuillez noter, ceci est à but éducatif et analytique uniquement, sans lien avec aucune position politique. Explorons avec un esprit ouvert. Le Portugal, un pays tourné vers l'océan, perché à l'extrémité ouest de l'Europe, le Portugal est comme un balcon surplombant l'Atlantique, là où la terre cède la place à la mer. Avec plus de 943 km de littoral, il est non seulement d'une beauté époustouflante, mais aussi la porte historique des expéditions maritimes qui ont redessiné le monde. Bien que comparable en taille à l'Indiana, la richesse culturelle du Portugal dépasse largement ses frontières. Son climat méditerranéen, avec plus de 300 jours de soleil par an, ajoute à son charme lumineux. Lisbonne, la capitale bâtie sur 7 collines, mêle passé et présent à chaque coin de rue, des tramways vintage et des rues pavées aux toits baignés de lumière dorée. C'est une ville où la nostalgie rencontre la créativité, où l'histoire croise le mouvement. Le nom Portugal remonte à Portuscal, un port romain, et encore aujourd'hui, son peuple porte l'esprit de la mer, résilient, humble et discrètement fort. Qu'en pensez-vous? Échangeriez-vous 300 jours de soleil et des azulejos pastels contre la vue morose de votre bureau? Jetez l'encre dans les commentaires si le Portugal vous appelle déjà. Benagil, une plage secrète sculptée dans la pierre. Le long des côtes baignées de soleil de l'Algarve se trouve une merveille naturelle, si secrète que même les cartes numériques en sont dépassées. Cachée derrière des falaises qui semblent infranchissables, se trouve la grotte de Benagil, une plage secrète sculptée par la nature elle-même. Il n'y a ni route pour y accéder, ni escalier pour y descendre. Vos seules options sont de nager près de 200 mètres dans la mer ou de pagayer en kayak à travers des couloirs rocheux étroits. Et ce voyage exigeant ne fait qu'ajouter à l'aura mythique de la grotte. Une fois que vous dépassez les parois froides de pierre et entrez dans l'espace intérieur, vous êtes accueilli par quelque chose de magique. Un immense dôme voûté avec une large ouverture à son sommet, où la lumière du soleil tombe directement sur un sable aussi doux que de la soie. On a l'impression d'entrer dans une cathédrale de lumière. Un espace non construit pour le culte, mais qui inspire tout de même le respect. De l'extérieur, Benagil semble n'être qu'une simple fissure dans une falaise, mais à l'intérieur se cache un royaume si impressionnant qu'il a été désigné par CNN, National Geographic et Condé Nast comme l'une des plus belles grottes marines du monde. Ce n'est pas une plage pour les touristes occasionnels, c'est une récompense pour ceux qui sont prêts à quitter l'ordinaire et à plonger dans le secret le plus sacré de la nature. C'est un cadeau réservé aux âmes curieuses qui ont la patience de découvrir la beauté que l'océan garde cachée. Les femmes portugaises, une grâce ancrée dans la mer. Les femmes portugaises rayonnent d'une grâce naturelle, non pas par le maquillage ou l'ostentation, mais par une confiance calme et un regard profond. Dans les villes côtières, comme Nazaré et Peniche, elles incarnent la force, élevant seules leurs enfants, allumant des bougies pour des maris partis en mer
symbole de résilience silencieuse. L'amour ici s'exprime avec douceur. Une fille peut offrir une pâtisserie en forme de cœur à celui qu'elle aime. S'il la garde, l'amour commence. Pour une demande en mariage, elle brode un mouchoir en lin, un vœu élégant, sans mots. L'acceptation est simple, le garder. Le refus est tout aussi doux, il suffit de le rendre. Aujourd'hui, les femmes portugaises s'épanouissent dans les domaines créatifs et bienveillants, mêlant confiance moderne et grâce d'antan. Elles ont le cœur ouvert, non attirées par l'esbrouf, mais par la sincérité et le respect. Dans un monde qui va vite, elles nous rappellent que l'amour, comme la mer, est plus profond quand il est calme. Le coq de Barcelos, un symbole national. Dans un pays célébré pour son hospitalité, sa foi enracinée et sa riche histoire, peu d'images capturent l'esprit portugais de manière aussi simple et profonde que le coq de Barcelos. Des étals de souvenirs au carreau des cafés, des foyers familiaux au logo de marque, le coq coloré apparaît partout. Mais derrière son apparence joyeuse se cache une légende profondément humaine. L'histoire commence dans la ville de Barcelos, où un pèlerin fut faussement accusé alors qu'il se rendait à Saint-Jacques-de-Compostelle. Avant d'être condamné à mort, il désigna un coq rôti sur la table du juge et déclara « Si je suis innocent, ce coq chantera ». À la stupéfaction de la foule, l'oiseau apparemment sans vie se leva et chanta haut et fort. L'homme fut épargné, et depuis, le coq de Barcelos est devenu un symbole de justice, de foi et d'espoir, même dans les heures les plus sombres. Aujourd'hui, chaque couleur du coq porte un message. Le rouge pour l'amour, le jaune pour la chance et le bleu pour la paix. Aucun coq n'est exactement identique, car chacun est soigneusement peint à la main par des artisans, les transformant en œuvres d'art personnalisées, des vœux silencieux transmis d'un cœur à un autre. Pour moi, ce n'est pas qu'un simple souvenir. C'est un rappel discret que faire ce qui est juste mérite toujours d'être exprimé, par les mots, par les actes ou par un coq brillamment peint, immobile au milieu des nombreuses couleurs de la vie. Le Portugal, là où les contes de fées prennent vie. Le Portugal est le genre d'endroit qui vous fait douter que les contes de fées ne soient que fiction. Des villes comme Porto, Sintra et la vallée du Douro ne sont pas seulement des destinations, ce sont des chapitres d'une histoire vivante. Ici, on marche à travers le temps, on ressent le passé et on respire la légende. À Porto, le fleuve Douro coule sous le pont Dom Luís Ier comme un coup de pinceau. Le vin de Porto y est célèbre, mais aussi une surprise inattendue. Un McDonald's installé dans un ancien théâtre avec lustres et vitraux. Sintra donne l'impression d'entrer dans un autre royaume. Le coloré palais de Pena, le brumeux château des Maures et le puits spiralé mystique de la Quinta da Regalera murmurent tous des histoires d'un autre monde. Là-bas, dans l'Atlantique, Madère est un printemps sans fin. Entre randonnées sur d'anciennes levadas et descentes de collines en traîneaux d'osier, c'est un lieu sans pareil. Ici, la beauté ne se contemple pas seulement, elle se ressent. Si l'Europe est un musée, le Portugal en est la salle la plus magique. Un lieu non pas juste à visiter, mais à vivre comme un conte de fées qui continue de s'écrire. Le costume du Minho, l'héritage dans chaque file. Dans un monde où la mode est devenue de plus en plus uniforme et éphémère, la région du Minho, au nord du Portugal,
perpétue une tradition majestueuse et profondément fière. Ici, les femmes ne portent pas seulement des vêtements. Elles portent l'héritage de leur lignée, de leurs racines et de leur foi durable. Lors des festivals, notamment la Festa da Senhora da Agonia à Viana do Castelo, les femmes arborent des tenues à couper le souffle, 7 couches de jupes brodées à la main, chacune représentant une génération, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, comme si chaque pas rendait hommage aux traces laissées avant elles. Ce qui fascine véritablement les spectateurs, cependant, c'est la quantité d'or véritable qu'elles portent, non pour impressionner, mais pour se protéger et transmettre. Des pendentifs en forme de cœur, des pièces anciennes, des croix dorées. Certaines femmes portent jusqu'à 3 kilos d'or. Ces trésors sont plus que des parures, ce sont des dots, des talismans et des affirmations de l'héritage familial. Chaque tenue prend de 3 à 6 mois à réaliser, entièrement cousue à la main, et aucune n'est identique à une autre. Dans ces habits, une femme n'a pas besoin de parler. Elle devient un arbre généalogique vivant, une œuvre d'art en mouvement. Et le plus beau, elle ne le porte ni pour les touristes, ni pour les caméras, mais pour se rappeler l'amour, la foi et ceux qui l'ont précédée. Les festivals comme Histoire vivante, au Portugal, les festivals ne sont pas des spectacles mis en scène. Ce sont des traditions vivantes, tissées dans les rues et dans l'esprit du peuple. Chaque costume, chanson et danse raconte une histoire, non pour le spectacle, mais comme un patrimoine rendu visible. Prenez le carnaval de Torres Vedras, où les habitants portent d'énormes masques et défilent avec des bannières satiriques, préservant l'âme rebelle des anciens carnavals de rue. Ou encore la stupéfiante Festa do Tabuleiros à Tomar, organisée tous les 4 ans, où les femmes équilibrent d'immenses plateaux de pain et de fleurs sur leur tête, un symbole saisissant d'unité, d'abondance et de dévotion. Ce ne sont pas des attractions touristiques, ce sont des mémoires collectives en mouvement, où chaque sourire, chaque pas, chaque tradition devient un vers dans une épopée nationale en cours. Au Portugal, les festivals ne sont pas seulement des événements, ce sont des chapitres d'identité, cousus au cœur de la vie quotidienne. Pour moi, assister à ces festivals n'était pas seulement une question d'appréciation culturelle, c'était comme lire un journal intime, vivant d'un peuple qui refuse d'oublier qui il est. Cela m'a fait comprendre que les histoires les plus puissantes ne sont pas celles racontées sur scène, mais celles qui bougent, respirent et dansent dans les rues. Costa Nova, le village de la mémoire vivante. Dans un monde high-tech où tout est suivi par GPS et code QR, Costa Nova apparaît comme une lettre d'amour tranquille d'un temps plus simple. Un village où les gens se retrouvent par couleur plutôt que par coordonnées, où la maison à rayures rouges à côté de celle à rayures vertes suffit au facteur pour s'orienter. Niché sur la côte atlantique, Costa Nova donne l'impression d'un lieu où le temps s'est doucement arrêté. Autrefois utilisé par les pêcheurs pour stocker leurs filets, les maisons en bois, rayées de rouge, bleu et jaune, ont été transformées avec amour en habitations tout en conservant leur charme traditionnel. Il n'y a ni enseigne criarde, ni klaxon, ni panneaux lumineux. Seulement la brise marine, les rires d'enfants et des après-midi qui s'étirent doucement comme une tasse de thé chaude. Ce qui rend ce lieu vraiment spécial, ce n'est pas seulement son architecture ou ses couleurs, c'est la manière dont les gens y vivent ensemble. Ici, les voisins se souviennent des maisons des uns et des autres par la teinte et le ressenti. Pas besoin d'adresse exacte,
seulement de mémoire et de cœur. Ce GPS émotionnel fonctionne mieux que n'importe quel système satellite. À Costa Nova, on ne fait pas qu'admirer un beau village, on découvre une philosophie, vivre lentement, sincèrement et en proximité. Cela nous rappelle que parfois, pour vraiment nous retrouver, il faut sortir de la carte numérique et revenir à ce que nous pensions avoir oublié, les couleurs, les souvenirs et les liens humains. Monsanto, où la pierre et l'humanité partagent l'histoire. Sur une colline près de la frontière espagnole se trouve Monsanto, un minuscule village qui pousse les visiteurs à se demander « Comment peut-on vivre ici ?» Mais plus on explore, plus on comprend. À Monsanto, la nature n'est pas conquise. Elle est acceptée, embrassée et habitée. Plutôt que de briser ou niveler les énormes blocs de granit, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes, les habitants de Monsanto ont construit leurs maisons autour, entre et même sous les rochers, comme si l'humanité et la nature avaient signé un pacte silencieux pour coexister. Les toits sont en pierre, les murs sont en pierre. Dans certaines maisons, le plafond est un seul rocher géant, suspendu au-dessus comme un gardien silencieux, immuable, mais faisant harmonieusement partie de l'espace de vie. Ces roches se sont formées il y a plus de 300 millions d'années, et les gens y vivent depuis l'époque romaine. Ce qui est le plus étonnant, c'est à quel point peu de choses ont changé. Des sentiers pavés serpentent sur la colline, des fours anciens cuisent toujours le pain chaque matin, et la cloche de l'église sonne encore du haut de la colline au crépuscule. Monsanto ne cherche pas à devenir une destination touristique de premier plan. Sa fidélité au mode de vie ancien en a fait une. Ici, on ne fait pas que visiter. On assiste à une conversation silencieuse entre la pierre et l'âme, entre ce qui était et ce qui est encore. Dans un monde moderne, où les gens s'efforcent de remodeler la nature selon leurs besoins, Monsanto est un lieu rare où la nature et les humains partagent les rôles principaux d'une histoire sans fin. Un récit où l'harmonie n'est pas proclamée. Elle est vécue. Bika, la culture du café, la plus profonde d'Europe. Si pour vous, le café n'est qu'un moyen de se réveiller le matin, alors au Portugal, c'est tout autre chose. C'est une manière d'éveiller l'âme. Depuis des siècles, boire du café dans ce pays n'est pas simplement une habitude. C'est un rituel social, un geste culturel, une pause dans le rythme de la vie urbaine pour faire place à la connexion, à la conversation ou même au silence profond. Les Portugais ne boivent pas de cappuccino, ni ne commandent de latte. Ce qu'ils dégustent, c'est une petite tasse intense appelée Bika. Semblable à un espresso, mais subtilement différente par son arôme et sa texture. Pour eux, 2 petites gorgées suffisent pour commencer la journée. Et pourtant, la saveur persiste jusqu'au milieu de l'après-midi. Et dans certains villages de montagne du sud, on peut encore voir des gens payer leur bika avec des œufs frais, des amandes ou des légumes du jardin. Non pas parce qu'il manque d'argent, mais parce que le lien entre le client et le café est fondé sur la confiance, la familiarité et la communauté. Ici, le café est un doux contrat social, où l'affection compte plus que la monnaie. Dans la ville ancienne d'Evora, un café vieux de plus de 100 ans se niche à l'ombre d'une église du XIIIe siècle. Pas de table, pas de Wi-Fi, juste des marches de pierre froide, la lumière du soleil filtrant à travers une arche, et le cliquetis doux de la vaisselle dans un espace intemporel. Les gens ne viennent pas ici pour travailler ni prendre des selfies.
Ils viennent pour s'asseoir tranquillement et s'écouter eux-mêmes. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, où le café est souvent réduit à un à emporter, au Portugal, la bica est quelque chose qui vous fait rester avec les autres et avec vous-même. Lisbonne, une capitale qui n'a pas besoin de crier. Parmi les nombreuses capitales animées d'Europe, souvent submergées par le tourisme et le bruit, Lisbonne se distingue par son rythme doux, comme un air de fado s'échappant d'une vieille fenêtre en bois, ou le tintement léger d'un tram serpentant à travers les collines pavées de mosaïques. Construite sur 7 collines surplombant la mer, Lisbonne ne se dévoile pas de façon linéaire. Elle monte et descend avec émotion. Chaque ruelle, escalier et fenêtre raconte une histoire différente. Parfois, celle d'une femme suspendant son linge au balcon, parfois celle d'un enfant pédalant sur une ruelle pavée, ou encore celle d'un minuscule restaurant où une mélodie de fado vous serre le cœur. Vous pouvez monter à bord du tram 28 et en un seul trajet, traverser tout un univers miniature de culture portugaise. Des murs ornés d'azulejos bleus du quartier historique de l'Alfama, jusqu'à la vaste Praça de Comércio, autrefois porte de départ des explorateurs portugais. Puis il y a Belém, où vous pouvez vous asseoir près de la tour iconique, croquer dans un pastel de Belém croustillant et crémeux, son soupçon de cannelle flottant dans votre mémoire comme une brise marine. Mais ce qui définit vraiment Lisbonne, ce sont ses habitants. Ici, les inconnus ne le restent pas longtemps. Attendez à un arrêt de bus et quelqu'un vous sourira sûrement et vous demandera où vous allez, non par obligation, mais parce que la chaleur humaine fait partie de l'ADN de la ville. Lisbonne ne cherche pas à éblouir. Elle est aussi humble que la lumière du soleil, se répandant sur les toits en terre cuite, et la plus belle quand on ralentit. C'est pourquoi les voyageurs ne cochent pas Lisbonne sur leur liste. Ils y reviennent. Parce que ce n'est pas une ville qu'on visite, c'est une ville à laquelle on appartient. Dormir dans un nid, redécouvrir le silence sacré. Dans le monde ultra connecté d'aujourd'hui, où les signaux affluent de toutes parts, il existe une poche de silence dans l'Alentejo, au Portugal, où il n'y a ni Wi-Fi, ni télévision, ni bruit de circulation, seulement le chant des oiseaux à l'aube et la lumière filtrant à travers les feuilles dans le calme du matin. Ici, vous pouvez choisir de dormir dans un nid d'oiseaux géants, littéralement. Certains éco-resorts de cette région ont construit des cabanes perchées en forme de nids d'oiseaux, fabriquées à la main en bambou, bois et branches tressées. Chaque nid est conçu pour seulement 2 personnes. Pas d'écran, mais une baignoire en pierre, une literie moelleuse et une grande fenêtre donnant sur une vallée embrumée. Ici, pas de service de chambre. Votre petit déjeuner est tissé dans un panier, tout comme un oiseau nourrirait ses petits. Sur la porte de bois patiné, une phrase gravée à la main vous accueille. Déconnectar para reconnectar. Se déconnecter pour se reconnecter. Ici, les gens ne viennent pas pour vivre la nature comme une activité. Ils viennent pour être silencieux, pour écouter leur propre cœur, pour se rappeler ce que c'est que de respirer lentement et de dormir profondément. De nombreux visiteurs avouent, ils n'ont jamais aussi bien dormi, non pas à cause du luxe, mais à cause d'une simplicité si pure qu'elle allège l'esprit. Dans un monde qui court toujours plus vite, il existe encore un endroit où s'asseoir dans un nid de bambou parmi les arbres suffit à vous faire sentir complet. Et peut-être que cela, cette simplicité profonde, est la nouvelle définition du luxe.
les cloches de l'église de Monsaraz. Dans le village médiéval de Monsaraz, niché dans la région de l'Alentejo, au Portugal, vous n'entendrez ni klaxon, ni haut-parleur, ni aucun des bruits typiques de la vie moderne. À la place, le son qui accompagne la journée et se glisse dans le silence de la nuit, même à 3 heures du matin, est celui des cloches d'église résonnant sur les collines. Ce que certains touristes pourraient te prendre pour du bruit, les habitants l'appellent affectueusement le souffle du passé. Les cloches de Monsaraz ne servent pas qu'à indiquer l'heure. Ce sont des mémoires auditives, transmises de génération en génération, le battement de cœur d'une communauté unie par la foi, le rythme et un profond sentiment de présence. Depuis le Moyen Âge, bien avant les horloges, les smartphones ou les rappels numériques, ce sont les cloches qui disaient aux villageois quand prier, quand manger et quand dormir. Et, chose remarquable, cette tradition n'a pas changé. Ces sons sont désormais protégés légalement en tant que patrimoine culturel immatériel, ce qui signifie que personne ne peut demander leur silence, simplement parce qu'ils sont trop bruyants. En réalité, c'est le silence qui inquiète le plus les habitants. Une femme âgée l'a résumé simplement. « Si je n'entends pas les cloches une nuit, je commence à m'inquiéter. Quelque chose ne va pas. » Dans un monde où le silence est remplacé par des notifications constantes et des bruits numériques, les cloches de Monsaraz ne marquent pas seulement les heures. Elles préservent l'âme d'un village, offrant un rappel doux que la vie avance par cycle, non par sprint, et que parfois, le son n'est pas une perturbation. C'est un réconfort. Vous êtes déjà réveillé à 3 heures du matin par une cloche et avez cru que c'était votre téléphone? À Monsaraz, c'est juste l'histoire qui vous salue. Trouveriez-vous cela apaisant ou chercheriez-vous des bouchons d'oreille? Dites-le nous en commentaire. Équipe cloche ou équipe silence? Quand l'énergie n'est plus neutre. Il fut un temps où le pétrole et le gaz étaient aperçus simplement comme des marchandises, des biens fonctionnels, alimentant les économies et chauffant les foyers. Mais dans ce 21e siècle instable, l'énergie n'est plus une force neutre. Elle est devenue un instrument stratégique, un levier de pouvoir géopolitique et un nouveau langage dans la diplomatie mondiale. Sur l'échiquier global, les États-Unis utilisent le GNL, gaz naturel liquéfié, et les exportations de pétrole de schiste comme un moyen de renforcer leur influence en Europe, surtout depuis la crise russo-ukrainienne. Pendant ce temps, la Chine joue un autre jeu. Avec son énorme pouvoir d'achat, elle choisit ses partenaires avec soin et punit les fournisseurs non fiables, simplement en refusant d'acheter chez eux. L'Europe, prise entre ces géants, œuvre d'urgence à retrouver sa souveraineté énergétique en s'éloignant de la Russie et en se tournant vers les États-Unis, le Qatar et la Norvège. Dans tous les cas, l'objectif est le même: transformer l'énergie d'une nécessité en un outil de pression. Ce qui est révélateur, c'est que les pipelines, les ports de GNL et les contrats d'approvisionnement de 25 ans ne sont plus de simples projets d'infrastructure. Ce sont des engagements politiques matérialisés, des déclarations qui disent « Nous appartenons à cet ordre mondial ». Dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, l'énergie a dépassé la logique du marché. Elle est devenue une déclaration de politique étrangère, exprimée non par des mots, mais par des canalisations de gaz brûlants et des flux de pétrole durement négociés. Le Canada, le stratège silencieux de l'énergie. Alors que les grandes puissances livrent des batailles publiques sur les tarifs, les routes commerciales et les alliances changeantes, un pays demeure discrètement stratégique, évitant les démonstrations
évitant le bruit et gagnant tranquillement en influence. Le Canada. Contrairement aux États-Unis ou à la Chine, le Canada ne se lance pas dans des guerres commerciales. Il ne se vante pas comme l'OPEP, ni ne bouge rapidement comme la Norvège. Il choisit plutôt une voie de résilience tranquille, investir régulièrement dans les infrastructures d'énergie propre, étendre les terminaux d'exportation de GNL le long de la côte pacifique et cultiver une réputation de fiabilité, de responsabilité environnementale et de vision à long terme, surtout aux yeux d'une Asie avide d'énergie. Pour la Chine, qui s'éloigne peu à peu des sources d'énergie américaines tout en ayant besoin d'un approvisionnement fiable, le Canada apparaît comme une alternative séduisante, politiquement stable, technologiquement avancée et sans les bagages idéologiques qui peuvent faire échouer les accords diplomatiques. Ce n'est pas seulement de la sagesse, c'est une stratégie fondée sur la confiance. Dans une course mondiale, où de nombreux pays utilisent l'argent et la force pour dominer, le Canada choisit une autre voie. Construire la confiance par la qualité et la constance. Et parfois, c'est le joueur discret, celui qui ne parle pas le plus fort, qui détient le véritable avantage. Non pas en luttant pour une position, mais en devenant celui vers qui le monde se tourne quand les autres fléchissent. Murmure d'amour, pâtisserie en forme de poisson et mouchoirs brodés. Dans un monde chaque jour plus bruyant, avec des déclarations d'amour criées sur les réseaux sociaux, des roses offertes à la va-vite dans les embouteillages et des glissements d'écran sans émotion, le Portugal préserve une manière plus ancienne et plus douce d'aimer, plus lente, plus tendre, mais assez profonde pour atteindre l'âme. Deux symboles capturent parfaitement cette tendresse. La pâtisserie en forme de poisson et le mouchoir brodé à la main. Dans de nombreux villages traditionnels, lorsqu'une jeune femme éprouve des sentiments pour quelqu'un, elle ne fait pas de grandes déclarations poétiques ni de promesses flamboyantes. Elle lui offre une petite pâtisserie sucrée en forme de poisson, un cadeau modeste, mais qui porte tout le poids de la sincérité. Si le jeune homme garde la pâtisserie, l'amour commence à naître. Sinon, le refus arrive comme une brise marine, douce, respectueuse et sans douleur. Et quand l'amour mûrit, elle met son âme dans un mouchoir cousu à la main. Chaque fil est un mot silencieux de dévotion. Chaque motif, un symbole de son espoir d'avenir partagé. Aucun mot n'est nécessaire lorsqu'elle l'offre. S'il le garde, c'est un oui discret. S'il le rend, c'est non. Pas de drame, pas de mise en scène, juste de la grâce, de la subtilité et de la vérité. À une époque où tout semble à vendre, des roses aux alliances, des vœux préécrits aux demandes en mariage, prêtes pour Internet. Le mouchoir et la pâtisserie sont les symboles d'un amour plus rare. Celui qui ne crie pas pour être vu, mais murmure pour être retenu. Nid Forestier, le luxe dans la simplicité. Dans un monde où chaque hôtel cherche à offrir toujours plus de services, plus d'étoiles, plus d'avis, il existe un lieu au Portugal qui fait exactement l'inverse. Il soustrait pour aller plus loin, pour se rapprocher, pour se reconnecter. Ce lieu, ce sont les nids forestiers de l'Alentejo. Pas de Wi-Fi, pas de télévision, pas d'enseigne brillante. Ces chambres sont conçues comme de grands nids d'oiseaux, tissés de bambou, de bois et de lianes, rien que la nature et la paix. Pas de ronronnement de climatisation, juste le bruissement des feuilles dans le vent. Pas de lueur bleue d'un écran, seulement la lumière de la lune à travers une fenêtre en bois. Et le petit déjeuner
n'est pas déposé devant la porte. Il est doucement hissé dans un panier à l'aide d'une corde, comme une mère oiseau nourrissant ses petits. Ici, les visiteurs ne viennent pas vivre la nature comme une échappée pour Instagram. Ils viennent pour se déconnecter du monde et se reconnecter à eux-mêmes. Aucun téléphone n'est nécessaire pour s'enregistrer, car la preuve de l'expérience est en vous. Un esprit apaisé, un sommeil sans interruption et un rythme cardiaque ralenti au rythme des arbres. Alors que les complexes 5 étoiles courent après le luxe par accumulation, un humble nid dans les bois offre quelque chose de plus précieux. Du repos, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Peut-être que c'est cela, le nouveau luxe, posséder moins, mais ressentir davantage. Costa Nova, où la couleur guide et la mémoire se souvient. Le monde d'aujourd'hui est obsédé par la navigation. Adresse, QR code, coordonnées GPS. Nous ne nous souvenons plus du chemin du retour, seulement de celui vers l'écran. Mais dans le village côtier de Costa Nova, au Portugal, quelque chose de merveilleusement improbable existe encore. Une communauté sans adresse, guidée uniquement par la mémoire, la couleur et la chaleur humaine. Ici, nul besoin de nom de rue ni de numéro de maison. Il suffit de dire « la maison rayée rouge à gauche de celle verte avec la porte blanche » et le facteur livre la lettre, sans technologie. Le village tout entier est une carte vivante, faite de mémoire et de confiance. Et de manière étonnante, elle ne se trompe jamais. Ces maisons colorées, construites à l'origine par des pêcheurs pour y stocker leurs filets, ont ensuite été transformées en charmantes habitations, toujours vibrantes, toujours modestes et toujours enracinées dans la tradition. Mais ce qui est le plus extraordinaire, ce n'est pas l'architecture, c'est la philosophie. Ici, les gens se reconnaissent par la couleur et prennent soin les uns des autres à travers de petits gestes quotidiens. Demander comment s'est passée la matinée, partager une pâtisserie ou aider à retrouver un chat perdu. Costa Nova n'est pas seulement un lieu, c'est la preuve que même à l'ère du numérique, le cœur demeure le GPS le plus fiable. Pas besoin de 4G, pas d'application à actualiser, juste la mémoire, la couleur et la connexion. Le Portugal n'est pas seulement un pays, c'est un sentiment. Un endroit où les contes de fées sont gravés dans la pierre, où le silence est sacré et où l'amour s'exprime par des murmures, non par des cris. Pour moi, ce n'est pas qu'une simple destination, c'est un doux rappel de ce que nous oublions souvent, que la vraie beauté n'a pas besoin de se faire entendre et que la magie existe encore si nous acceptons de la voir. Et vous? Exploreriez-vous une plage cachée? Dormiriez-vous dans un nid perché dans les arbres? Ou vivriez-vous dans un village sans adresse? Quelle histoire vous a fait penser? Je n'arrive pas à croire que cela existe vraiment. Dites-le nous en commentaire.